quelques applications de la force de la place. Dans la vidéo précédente, nous avons fait sur une application de la force de la place qu'on a appelée la roue des ballons. Dans cette petite vidéo, aujourd'hui, nous allons voir une autre application de la force de la place qu'on a appelée la balance des boutons. Alors, si vous êtes sur la page, n'hésitez pas à vous connecter afin d'aller suivre la vidéo précédente sur la roue des ballons. Alors, sans pas tarder, nous allons essayer de faire un schéma ici pour bien illustrer ce que nous allons vous expliquer ici. Je vais savoir vos différentes préoccupations dans les commentaires. La balance des boutons, c'est un dispositif que nous allons essayer de schématiser ici, vous allez voir tout à l'heure. Voici la balance notre balance des boutons qui est représentée sous cette forme. Nous avons ici un axe fixe qui est là et nous avons une partie à partir de l'axe de rotation. Nous avons une partie de la balance des boutons qui est constituée sous forme d'arc et ici nous avons une partie ici où nous allons recevoir des masses ici à peser. Alors, l'objectif de cette étude, c'est de faire quoi? C'est de mesurer ici l'intensité du champ magnétique. Alors, pour mesurer cette intensité du champ magnétique, on va essayer de faire quoi? On va essayer de prendre notre partie, considérer la partie sphérique de notre balance des boutons. Nous allons essayer de plonger une portion dans une région où il y a le champ magnétique. On suppose que la portion de notre balance de boutons ici est la région où règne le champ magnétique. Donc, nous avons un champ magnétique, par exemple B, dans cette région. Et il y a pour direction le puissance sortant. Maintenant, on va essayer de faire quoi? Nous allons essayer d'alimenter notre circuit ici par un courant électrique. Donc, on va se donner ici un générateur de courant. La bande négative ici et la bande positive, c'est la bande supérieure. On va essayer de relier les deux bords à la rotation. Et ici, le courant qui circule de la bande positive va construire le trajet, et jusqu'à ce courant qui va venir voir, va arriver la bande négative de l'ordinateur à l'autre partie. Et le courant qui va circuler dans la branche qui est là va venir ressortir ici jusqu'à la bande négative. Donc, ce qui va nous permettre ici de faire quoi? De fermer notre circuit pour bien favoriser sur le passage du courant électrique. Maintenant, on va essayer de délimiter un peu notre partie circulaire. On va mettre par exemple le point M ici, le point N ici. Nous allons marquer ici le point M, un point N ici, un point Q et un point P ici. Bon, nous avons un autre point. Après, quand on va compter les forces, on va le point. On va compter ici un point K. Un point K ici. Maintenant, la partie délimitant, c'est-à-dire la partie de notre arc qui est plongée dans cette région où on a le champ magnétique, on va essayer de délimiter un peu les limites. Donc, on va prendre ici, par exemple, un point G ici, et ici on va poser un point H ici. Voici un peu notre dispositif. C'est la portion G, N, Q, H qui est plongée ici dans notre région où il y a le champ magnétique. Alors, qu'est-ce qui va se passer juste maintenant? Une fois que on décide d'alimenter le système par un générateur, c'est-à-dire un conducteur de courant, qu'est-ce qui va se passer? À cause de la présence du champ magnétique, il y aura donc naissance de la force de la place dans
partie où il y a le champ magnétique. Où est-ce que dans cette partie où il y a le champ magnétique. Très généralement, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? Nous avons la portion G, N, la portion N, Q et la portion Q, H. Vous voyez que dans les trois portions qui sont là, le sens du courant varie. Lorsque nous sommes sur la portion GN, le courant fait quoi? Le courant prend ce sens qui est là. Il va vers le bas. Il va vers le bas. Et dans la portion NQ, le courant part de la gauche vers la droite. Et dans la portion ici, le courant part cette fois-ci du bas vers le haut jusqu'à sortir. Ce qui veut dire que lorsque nous aurons à représenter la force de la place ici, pour cette portion-là, on va considérer ensemble toutes les trois portions que nous avons délimitées ici. C'est vraiment dire qu'il n'y aura pas une seule force de la place qui va se laisser sur la partie qui plonge dans cette région où on a le champ magnétique. Alors, la force de la place totale, c'est donc la résultante de toutes les forces de la place, c'est-à-dire cette force de la place qui sera sur la portion GN et une force de la place sur la portion NQ et une force de la place sur la portion QH. Alors, pour ce faire, nous allons donc faire quoi décanter cette différentes forces de la place. Voici le centre du champ B dans cette région qui est sortant. Et le courant I sur la portion GN, le courant I ici est descendant. Comme le courant I ici descend, il vient de haut vers le bas, et là, le champ B est sortant, on va utiliser la règle de la main droite. La paume qui va indiquer le sens du champ B, les quatre doigts qui vont indiquer le sens de circulation du courant, et le pouce qui va indiquer le sens de la force de la place. Donc la première force de la place, c'est la force de la place qui va se laisser sur la portion LG. Alors comme le courant descend et le champ magnétique B est sortant, alors on va dans notre pratique comme ça. Si nous faisons comme ça, la paume regarde vers nous, ça respecte le sens du champ B. Par contre, concernant le sens du courant, ça ne le sert pas. On sera obligé de faire partir les quatre doigts dans le sens du courant. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut nous faire pour ne pas aussi écouter le sens du champ magnétique? Là, il faut tout simplement tourner la paume de différentes manières. Vous allez voir qu'ici maintenant, les quatre doigts ici qu'on a dans le sens du courant et le champ B, la paume qui fait face vers nous. Et maintenant, on va essayer que le pouce maintenant va indiquer le sens de la force de la place. Donc, cette force de la place là, c'est indiqué dans ce sens-là. Voici la force de la place. On va l'appeler F1. Puis ce n'est pas une force de la place. Maintenant, on va considérer la portion NQ. Cette portion NQ là, le courant peut circuler dans ce sens. Par contre, le champ magnétique B est toujours sortant. Donc, si nous faisons comme ça, le champ magnétique B est toujours sortant, ça respecte bien. Mais les quatre doigts ne vont pas dans le sens du courant de cette portion. Donc, on sera obligé de faire quoi? Changer de position, mais toutefois, en respectant quoi? Le sens du champ magnétique. Donc, on va faire comme ça. Et vous allez voir que les quatre doigts dans le sens du courant, le champ B dans le sens de la bouche et de la paume. Et maintenant ici, le pouce maintenant qui va indiquer la force de la place. Ici, donc la force de la place ici va s'appliquer au centre de gravité ici, cette portion-là, et cela dirigé vers le bas. On va l'appeler F2. Alors, on veut maintenant sur cette portion, la portion QH. Nous avons ici, également ici, le courant I maintenant qui monte. Comme le courant I monte ici, le champ B est toujours sortant, alors on va faire ceci. Lorsque nous faisons comme ça, les quatre doigts montent maintenant, et le champ B qui nous fait face de la paume, donc la force de la place va aller de la gauche vers la droite du pouce.
Dans la phase de la base, c'est le cercle ici. Arriver là. Là, le prochain. On va l'appeler ici effort 3. Et celui qui est là, il a bien fait 60. On va l'appeler ici F. Lui est toujours appelé effort 1. Alors, sur la main, le notre principal, c'est quoi? On va essayer de faire toutefois qu'on alimente notre portion qui est là par un courant électrique. Qu'est-ce qui va se passer d'abord? Premièrement, la tige qui est là, la partie de notre balance qui est là, va se faire quoi? On va d'abord voir si, entre les trois forces, quelles sont les forces qui auront donc un effet de rotation. Puisque nous avons ici un axe de rotation ici qui est là. Quelles sont les forces qui auront un effet de rotation sur cette portion qui est là? Alors, si nous regardons très bien, les forces qui auront pour rotation, passant par l'axe de rotation, n'auront aucun effet de rotation sur cette portion qui est là. Alors, lorsqu'on prend la force F1, cette force F1 qui est là, si on prolonge sa rotation, on va voir que sa rotation est centrifuge. C'est-à-dire qu'elle va forcément venir passer par l'axe de rotation. Donc, la force F1 n'aura aucun effet de rotation sur notre portion étudiée. Également, aussi la force F3, si nous prolongeons aussi sa rotation, on va se rendre compte que sa rotation ici va passer par l'axe de rotation. Elle va couper l'axe de rotation. Alors, la force F3 aussi n'aura aucun effet de rotation sur notre portion de balance. Par contre, la force F2, même si nous la prolongeons, sa rotation ne va pas passer en aucun cas par l'axe de rotation. Donc c'est la seule force qui aura donc un effet de rotation sur nos portions de balance. De ce fait, puisque c'est la force F seulement qui aura un effet de rotation, nous allons monter à travers le passage du courant dans cette portion de la tige dans le champ de type B. Cette force F2 là va automatiquement entraîner cette portion de balance là vers le bas. Si elle entraîne cette portion de balance là vers le bas, on va se rendre compte que alors l'autre portion de balance là sera un peu suspendue. C'est-à-dire que ça sera un peu décalé de sa position initiale. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de ramener le système à sa position d'équilibre initial. De telle sorte que cette portion-là, les deux soient au même niveau. Et pour ce faire, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? On va prendre une certaine masse que nous allons essayer de déposer ici pour pouvoir ramener le système à sa position d'équilibre initial. I'm never gonna let you go, never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up, I'm never gonna let you go, never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up, never gonna give, never gonna give. Never gonna give you up, never gonna give. Never gonna say goodbye, no.
Donc, il disait que pour ramener le système à sa position d'équilibre, on va essayer d'ajouter une certaine masse sur le position de la balance pour maintenir le système en équilibre. Et c'est ce qui va nous permettre donc pouvoir de mesurer l'intensité du champ magnétique. Alors, sur ce, on va essayer de simplifier nos schémas, puisque les forces F3 et F1 n'auront aucun effet de rotation sur une position de balance. On va essayer de les simplifier pour simplifier le schéma. Voici donc le schéma simplifié. Donc on va donc supposer que nous avons mis une masse ici. Et à cette masse-là, nous aurons simplement le poids P de cette masse ici. Nous aurons ici le poids de la rotation. On aura une force ici. On va l'appeler P0 ici. Alors nous allons essayer la réaction de la rotation ici. Nous allons appeler la réaction R. Très généralement, toutes ces forces-là n'ont aucun effet de rotation, sur notre balance. Maintenant, nous avons ici maintenant comme des forces, très généralement, des forces principales. On va essayer de faire quoi? De déterminer le moment de chacune de ces deux forces-là. Juste dans l'objectif de faire quoi? On peut essayer d'exprimer l'intensité du champ magnétique P. Alors, pour ce faire, on va supposer que par rapport à l'axe d'état, le poids P et la force F2 sont à équidistance. Ça veut dire que la distance de là à là est égale à la distance de là à là. C'est une supposition que nous faisons toujours. Et cette distance-là, on va la noter par exemple ici. Ça va donc considérer comment le bras de levier de ces deux forces en même temps à la fois. On a ici petit d ici et on laisse également petit d ici. Alors, on va donc essayer de se donner donc, comme nous avons l'habitude de faire, un sens conventionnel, c'est-à-dire de rotation. Prenons donc simplement le sens de rotation, c'est-à-dire le sens direct. Si nous prenons le sens direct, le sens tribaux, alors la force F2 qui est là, on va tendance à faire quoi cette force? Elle aura tendance à envoyer le système vers le bas. Comme ça, c'est une force qui est dominée par deux parties. Et par force, la force, le poids P ici, toutefois que la force de la place va essayer d'envoyer le système comme ça, la masse ici va s'opposer. C'est-à-dire que le poids P qui est là aura aussi tendance à envoyer le système comme ça. Donc si le poids P envoie le système comme ça, alors que la force de la place va envoyer le système dans ce sens-là, dans ce sens plus haut, vous allez voir que les deux forces seront un peu opposées. Il y a une tendance à s'opposer. Donc on va supposer que ici, il est vrai que le poids c'est du haut vers le bas, en termes de mouvement, puisque son mouvement va s'opposer au mouvement de quoi la force de la place, on va supposer que son mouvement soit ici négatif. Alors donc, on va essayer d'appliquer ici. Et d'abord le théorème des moments, qu'est-ce que nous avons dit? La somme des moments des forces extérieures appliquées à un système par rapport à l'état, toutes les forces extérieures appliquées à un système est égal à 0. Ce n'est pas un vecteur nul, ce n'est pas un vecteur nul, c'est plutôt 0 parce que le moment c'est une grandeur algébrique. Alors, nous avons ici deux forces ici. On a donc le moment par rapport à l'axe d'état de la force de la place F plus le moment par rapport à l'axe d'état du poids P. C'est égal à 0. Mais
On va maintenant calculer chacun de ces moments. Le moment de la force de la place, comme la force de la place tend à tourner le système dans le sens que tu choisis, alors ce moment sera positif. Donc, ce qui va nous permettre d'écrire que le moment de cette force sera l'intensité de la force de la place multiplié par le bras de levier qui est la distance qui sépare la force de la place et l'axe de rotation que nous avons appelé dt. Maintenant, qu'en est-il du signe du moment du poids? Lui, c'est du signe négatif. Ça fait moins. L'intensité du poids P multiplié également par la distance qui sépare la variation du poids et la rotation qui est aussi également la distance D. Tout ça va égal à 0. Alors, c'est la première. On peut simplifier donc cette distance D. Et là, on va se rendre compte que l'intensité de la force de la place serait égale à l'intensité du poids P de la masse, pour qu'il y ait l'équilibre. Alors, puisque nous voulons déterminer ici l'expression du champ magnétique, de modélisation du champ magnétique, en fonction de la masse, puisque c'est la masse qu'on va mettre qui va influencer le système ici, au fur et à mesure. Alors donc, on va d'abord aller chercher l'expression de quoi? On va appeler cette relation-là notre première relation. Et on va distribuer les deux grandeurs-là par les différentes expressions. On sait que la force de la place est égale à quoi? Le courant I fois la longueur L vectorielle le champ magnétique D. Et comme ici nous voyons ici que la longueur L là, c'est cette distance de L jusqu'à Q. Le champ B étant perpendiculaire au plan du tableau. Par contre, la longueur L ici est contenue dans le plan du tableau. Alors les deux là sont forcément perpendiculaires. Parce qu'ils sont perpendiculaires, ça veut dire que l'angle entre la longueur et la direction du champ B, c'est un angle droit. Donc, comme c'est un angle droit, par conséquent, l'intensité de cette force-là, c'est tout simplement égal à quoi? Le courant I fois la longueur fois l'intensité du champ B. Alors, et le poids P est égal à M fois G. Ce que nous avons fait depuis les classes antérieures. Nous appelons cette relation 2 et la dernière relation 3. Maintenant, nous allons essayer de faire quoi? D'injecter les relations 2 et 3 dans la première relation. On va remplacer la force de la place par son expression et remplacer le poids P ici par son expression également. Nous allons avoir ici I fois la longueur L, nous par la densité du champ B, c'est égal à la masse fois l'intensité du champ G. Alors on va donc tirer la valeur du champ B. Le champ B ici va donner tout simplement va être égal à la masse fois G divisé par le courant I fois la longueur. Par la longueur de la portion de la barre considérée. Alors, on remarque ici donc que l'intensité du champ magnétique B mesurée à l'aide de la balance des protons est proportionnelle à la masse placée sur l'autre extrémité de notre balance des protons. Voici toutefois que cette masse va varier, alors l'intensité de la force du champ magnétique va aussi varier également. Plus l'intensité est plus bas, plus la force de la masse aussi sera très faible et un peu très négligeable par rapport au poids de la tige. Alors les deux grandeurs varient de façon proportionnelle. On peut également aussi utiliser cette relation, pourquoi pas pour déterminer la longueur L ou bien aussi l'intensité du courant dans un exercice. On peut vous demander de tout ça. Parce que nous savons que pour un milieu bien connu, l'intensité du présentateur G est aussi également bien connue.
Alors, les grandeurs que nous pouvons déterminer d'un instant à l'autre, ça peut être la masse, l'intensité du courant I, ou pourquoi pas la longueur de la tige, et aussi l'intensité du champ magnétique B. Alors, sous apprenant, voici un peu l'objectif principal même de la balance du coton, c'est d'exprimer le champ magnétique B en fonction de la masse que nous allons déposer sur le SMP de la balance, ensuite de maintenir le système à l'équilibre. Puisque, à cause de la présence du courant électrique et la présence du champ magnétique B, notre système serait un peu déséquilibré. Donc, l'objectif, c'est de détecter pourquoi on utilise la balance des cotons pour pouvoir mesurer l'intensité du champ magnétique. Mais cette expérience-là a été vraiment montrée, c'est-à-dire avec une faiblesse, ça ne pouvait pas nous permettre de déterminer, de mesurer avec exactitude l'intensité du champ magnétique B. Voilà pourquoi d'autres méthodes ont été appliquées, comme le teslamètre aussi, ce qui nous permettait dans un champ magnétique de mesurer la base du champ magnétique avec exactitude. Voilà pourquoi cette méthode n'est pas plus utilisée. Ce sont des méthodes qui sont très anciennes. Alors, si vous partagez ça maintenant, nous sommes au thème de nos vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires et afin de vous abonner, afin de ne pas manquer les vidéos prochaines qui arrivent très bientôt sur la chaîne. Donc, on se donne rendez-vous à la vidéo prochaine pour une autre application de la fonctionnelle pour la classe.